La Grande-Bretagne rompt ses relations diplomatiques avec la Libye. Le personnel de l'ambassade à Londres, assiégé depuis 6 jours, devra l'évacuer avant dimanche prochain. Foule immense à Rome pour assister à la messe de Pâques célébrée par Jean-Paul II. Dans son message pascal, le pape invite les catholiques du monde entier à ouvrir au Christ les portes de la difficile époque moderne. La mort de 2 jeunes gens tués d'une même balle l'autre nuit à Gennevilliers, peut-être une bavure policière. Le gardien de la paix qui a tiré a été inculpé d'homicide volontaire. Tennis, Mats Wilander battu en finale du tournoi de Monte-Carlo par l'autre jeune Suédois Sundström en 3-7. Madame, Monsieur, bonsoir. La patience britannique a ses limites. La Grande-Bretagne a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec la Libye et tous les Libyens en poste en Grande-Bretagne, à commencer par ceux qui depuis 6 jours, depuis la fusillade de mardi dernier, sont assiégés dans l'ambassade, tous les Libyens devront quitter le royaume avant dimanche prochain. Philippe Arroir. La rupture des relations diplomatiques entre Londres et Tripoli n'est pas une surprise. À partir du moment où la Grande-Bretagne avait admis qu'elle ne pouvait pas pénétrer dans l'ambassade pour déloger les diplomates, à partir du moment où Londres sentait bien qu'il ne lui serait pas possible d'arrêter l'assassin de la policewoman, il ne restait que cette solution. Cela veut donc dire que tous les Libyens seront expulsés, y compris le meurtrier. La mauvaise foi, certains diront l'inconscience du colonel Kadhafi, n'a pas arrangé les choses, et l'on sentait bien que les négociations diplomatiques ne pourraient pas donner un résultat honorable pour la Grande-Bretagne. Et puis, il y a eu la bombe d'Heathrow avant-hier. Ce matin, plusieurs journaux recommandaient à la Grande-Bretagne de rompre avec Tripoli. Il est vrai que Londres a des relations économiques importantes avec la Libye. 8000 Britanniques vivent là-bas, on le sait. Tout est remis en question, mais là encore, la Grande-Bretagne ne pouvait pas faire autrement. Il est certain qu'après avoir pris l'initiative de la rupture, Mme Thatcher va maintenant aller plus loin, en réclamant à ses partenaires européens et occidentaux de mener avec elle une lutte renforcée contre le terrorisme international et les États qui le protègent. Dans cette affaire, Londres a pris une mesure ferme, lourde de conséquences, mais une mesure tout à fait logique. Et le personnel de l'ambassade britannique à Tripoli sera évacué dans les mêmes délais, donc dans le courant de la semaine prochaine. En Grande-Bretagne, les animaux et l'humour restent cependant rois, même lorsque le colonel Kadhafi gâche la trêve de Pâques. Un œuf, un vrai œuf de Pâques, a été pondu devant l'ambassade de Libye par une canne, encouragée par la quiétude du lieu et venue du parc voisin. La découverte de l'œuf a occupé un moment les tireurs d'élite et les policiers qui, depuis 6 jours, maintiennent le siège de l'ambassade. Joyeuse Pâques. Dans le monde entier aujourd'hui, les chrétiens ont fêté Pâques et grâce à la télévision, la messe célébrée par le pape place Saint-Pierre à Rome, a été suivie dans plus de 40 pays. Une cérémonie d'autant mieux mise en scène que le Vatican avait demandé au cinéaste italien Franco Zeffirelli de choisir les images. Une cérémonie d'autant plus grave aussi que Jean-Paul II a souligné les luttes et les difficultés de l'époque contemporaine. Bernard Pradino. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Bénédiction urbi et orbi à la ville et au monde, un monde qui pour le pape vit une période difficile, pleine de contradictions. Jean-Paul II en plein air sur la place Saint-Pierre de Rome devant plus de 350 000 fidèles cite dans son message certaines de ces contradictions. Désir de paix et préparation des moyens de guerre, richesse d'un côté et misère de l'autre, c'est-à-dire pénurie qui entraîne la mort de millions de personnes, effort pour prolonger la vie et destruction de cette vie, euthanasie et avortement, dit le souverain pontife. Il faut ouvrir au Christ, ajoute le pape Jean-Paul II, les portes de notre difficile époque moderne. Ce message a été en fait entendu par près d'1 milliard de téléspectateurs, la messe pascale étant retransmise en mondovision sur tous les continents. Le souverain pontife planétaire va se reposer quelques jours avant de reprendre son bâton de pèlerin. Jean-Paul II doit aller bientôt en Corée du Sud, en Nouvelle-Guinée et en Thaïlande.
En Lorraine, l'évêque de Metz avait choisi de déserter sa cathédrale pour la veillée pascale. Il l'a célébrée avec les sidérurgistes du site de Gandrange-Rombas pour apporter son soutien à ceux que les restructurations frappent en plein cœur, a-t-il dit. Le défi est trop grave pour que les Lorrains s'enlisent en de stériles débats partisans, a-t-il ajouté. La stérilité du débat politique, c'était aussi tout à l'heure le thème développé par Edmond Maire, qui était l'invité du Club de la presse d'Europe 1. Selon le secrétaire général de la CFDT, le chef de l'État et lui seul propose un objectif, celui de la modernisation, mais le Parti communiste ne s'y est pas rallié et le Parti socialiste lui-même ne fait pas preuve d'une adhésion réelle. Monsieur Maire a aussi regretté qu'à cet objectif, il manque, selon lui, une ambition sociale. Mais c'est à propos de la querelle scolaire qu'Edmond Maire s'est exprimé de la façon la plus critique. Pour lui, les véritables problèmes n'ont pas été abordés dans le débat qui continue d'opposer les champions de l'école privée et ceux de l'école publique. Sur le fond des choses, ce grand débat sur l'école que nous avons maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans est un fiasco. Le fond des choses, c'est quoi? C'est 50% des jeunes qui sortent de l'école en situation d'échec scolaire ou d'inaptitude à exercer un métier et une profession. 50%, la moitié. Alors on a un énorme débat dans le pays qui va se conclure là par une loi compromis contestée un peu des deux bords, qui va se terminer, les 50% vont devenir 50% au lendemain de la loi. Alors ça, quand même, c'est un problème, où me semble-t-il, dans lequel, enfin, on ne peut pas rester indifférent. Et quand nous voyons, nous, syndicalistes, on a peut-être là quelque chose à dire, même parce qu'en général, on fait parler de l'école les enseignants, ceux qui sont dans le système initial. Quand nous voyons, nous, aujourd'hui, des milliers, des dizaines de milliers de salariés obligés de se reconvertir sans le minimum de formation initiale ou même permanente nécessaire pour trouver un autre emploi ou même pour pouvoir apprendre d'autres techniques, on est devant un problème massif, énorme, devant lequel tout l'appareil éducatif est inadapté, le public comme le privé. Edmond Maire a cependant confirmé la participation de son syndicat à la manifestation laïque de mercredi prochain. La querelle scolaire et aussi la position de l'Église de France vis-à-vis des grands problèmes du moment seront des thèmes longuement abordés demain soir sur Antenne 2, puisque l'archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger, sera l'invité de l'heure de vérité. Dominique Laury brosse le portrait de cet homme d'Église hors du commun. En revivant le vendredi saint la passion du Christ, le cardinal archevêque de Paris s'est-il interrogé sur le destin hors du commun de l'enfant juif Aaron Lustiger, devenu cardinal. Fils d'immigrés juifs polonais, sa mère est morte à Auschwitz, il est baptisé à 14 ans. Encore jeune, il entre au séminaire, puis devient prêtre à Paris. Successivement, aumônier universitaire, curé de paroisse. Le pape le nomme évêque d'Orléans. Il n'y restera qu'une année, puis succède au cardinal Marty. Monseigneur Lustiger, un cardinal au destin peu banal, qui affirme sans provocation « Je suis né juif et je le resterai ». Si vous interrogez les gens dans la rue et que vous citez mon nom, ils vont dire c'est un juif. Et si Hitler venait aujourd'hui, il marquerait juif sur ma carte d'identité, oui ou non? Absolument. Bon alors. À l'exemple de Jean-Paul II, le cardinal Lustiger estime que l'Église est concernée par les événements du monde. Elle ne peut rester indifférente, dit-il, aux problèmes qui agitent la société. C'est sans complexe qu'il intervient sur les droits de l'homme, le racisme, l'armement nucléaire et dernièrement l'enseignement privé. Ce n'est pas faire de la politique, c'est s'intéresser au destin de l'homme, dit-il. Il me semble que le sérieux, le tragique et la vérité de l'existence des hommes est engagé partout, y compris dans les problèmes politiques. Alors je ne fais pas de la politique comme un professionnel de la politique, mais je rappelle que dans tout problème politique, il y a une dimension humaine, morale, spirituelle, et donc c'est son sérieux. L'archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger, s'est mis aujourd'hui à l'unisson des plus fermes. Oui, le cardinal Lustiger prend position. Souvent, trop souvent, disent certains. Pour lui, la télévision et les grands moyens de communication de masse sont des instruments privilégiés pour transmettre ce qui est pour lui la vérité. Jadis, c'est que quand le brave homme se réveillait, il tirait ses rideaux, il ouvrait la fenêtre, il regardait dehors.
Aujourd'hui, quand le bonhomme se lève, il appuie sur le bouton de la télévision. C'est pas moi je le fais pas, j'ai pas le temps. Mais je sais que pour beaucoup, c'est la fenêtre ouverte. Alors, c'est plus le paysage du bon Dieu qu'on voit, ni le paysage fixe qu'on a sous les yeux et qui formait les repères de la vie, mais c'est ce que vous dites, vous les journalistes. Donc vous êtes l'œil à l'envers de l'homme contemporain. Homme de Dieu, homme pour les hommes, le projet du cardinal Lustiger. Mais est-il possible de tenir à bout de bras, à bout de vie, deux réalités souvent contradictoires? La politique du gouvernement n'est pas éloignée de ce que devrait être une bonne politique. Ce commentaire est celui du député RPR des Vosges, Philippe Seguin, qui était ce soir l'invité de RTL Le Monde. Mais M. Seguin estime que cette politique n'a pas de chance de succès du fait de l'absence de confiance des Français. Fin de citation. Les contrôleurs aériens poursuivent le mouvement de grève, essentiellement dans les centres de Bordeaux et d'Aix-en-Provence. Ce soir, vous le savez, pas de décollage de Roissy jusqu'à 22 heures. Il n'y en aura pas non plus mardi matin à Roissy, à Orly et à Lille. Le mouvement de grève va se développer jusqu'à mercredi, jour de l'examen par l'Assemblée du projet de loi sur le droit de grève dans le contrôle aérien. Retournons à l'étranger avec cet attentat à l'explosif qui a eu lieu jeudi dernier dans une petite ville du centre de l'Angola. Le fait a été révélé ce matin par une dépêche de l'agence soviétique TASS en provenance de la capitale angolaise et aussitôt revendiqué par l'UNITA, le mouvement qui combat depuis des années le régime angolais. Selon l'UNITA, l'attentat aurait fait plus de 200 morts, dont 3 lieutenants-colonels soviétiques et 37 officiers cubains. Maurice Werther. Monsieur Jonas Savimbi est depuis 1975 à la tête de l'UNITA, l'un des mouvements à l'origine de la décolonisation de l'Angola, pays situé au nord de la Namibie sous domination sud-africaine. L'UNITA a frappé au cœur de l'Angola, Huambo, bien au nord de ses bases habituelles. L'UNITA, qui organisait récemment un défilé militaire à Jamba, dans le sud, est en guerre contre le MPLA, l'autre mouvement populaire à l'origine dirigé contre les colonisateurs portugais. Le MPLA est au pouvoir à Luanda, la capitale. L'Angola est une république populaire soutenue par l'URSS et Cuba, qui a envoyé plusieurs milliers de soldats pour renforcer l'armée angolaise. Ce qui explique, on va le voir dans un instant, les pancartes qui réclament le départ des Cubains. Des démocraties populaires ont envoyé des coopérants, notamment la Tchécoslovaquie qui a fourni divers spécialistes industriels, dont une vingtaine ont été faits prisonniers et sont retenus en otage depuis 1 an par l'UNITA. Mais l'Afrique du Sud a conclu un accord le mois dernier promettant sa neutralité en échange du retrait des militaires cubains. Apparemment, l'UNITA n'est pas partie prenante à cet accord, l'attentat d'aujourd'hui le prouve, et exige de négocier en tant que tel avec le gouvernement de Luanda, utilisant la guérilla urbaine comme moyen de pression. L'UNITA dépend étroitement de l'Afrique du Sud, qui lui fournit armes et matériel militaire. Monsieur Savimbi le reconnaît lui-même. Nous avons de bonnes relations avec l'Afrique du Sud, dit-il, et cela dure depuis 1 an. Mais la base essentielle de l'UNITA, c'est la population locale. Nous pouvons continuer notre lutte autant qu'il le faudra. L'actualité française à nouveau avec un développement inattendu ce soir dans l'affaire de Gennevilliers. Le gardien de la paix qui, dans la nuit de vendredi à samedi, avait tué d'une seule balle 2 jeunes gens qui avaient forcé plusieurs barrages. Ce gardien de la paix a été inculpé d'homicide volontaire. Pourtant, selon l'IGS, la police des polices, il avait tiré en état de légitime défense. Michel Perrault. L'intervention s'est produite ici, avenue Louis Roche à Gennevilliers, dans la nuit de vendredi à samedi. Version de la police, une Chrysler brûle de nombreux feux rouges. Un premier barrage établi à Asnières est forcé. Les policiers tirent sur les pneus, l'un d'eux est blessé par accident. D'autres barrages sont forcés. Finalement, un quart de police bloque l'avenue Louis Roche, le véhicule s'arrête. Au moment de sortir, l'un des occupants fait un geste vers sa poche. Surpris, un gardien de la paix les met en joue et tire. Une seule balle. Elle atteint les 2 occupants. Bruno Dedwidge, 26 ans, est touché à la carotide et Bruno Petcher, 19 ans, à la tempe. Dans la voiture, on découvre un pistolet d'alarme. Un témoin auditif écoutait à ce moment-là les fréquences de la police. Il a affirmé n'avoir tiré qu'une seule balle
et il a donc demandé d'urgence le SAMU pour un blessé. Alors quelle était la réaction du fonctionnaire qui est tiré? Disons qu'à la radio, au son de sa voix, ce qu'on pouvait en entendre, il paraissait pas du tout fier de ce qu'il avait fait. Il avait l'air très très mal à l'aise et ce dernier n'arrêtait pas de répéter d'urgence le SAMU, d'urgence le SAMU. Version de la famille de Bruno Deduich, les deux jeunes gens auraient été tués pendant la poursuite au cours d'une fusillade entre les gardiens de la paix. Ils n'auraient jamais sorti une arme, même factice, face à des policiers. Ce qui se passe dans la tête d'une personne, on ne peut pas être là à ce moment-là, mais s'ils ont vraiment, comme ils ont dit, tiré dans les pneus, et qu'un flic a été heurté à ce moment-là, je pense qu'il a paniqué. Alors c'est possible, ça je peux pas, j'étais pas là, donc ça n'a pas de valeur, là. Je ne peux pas le prouver. Simplement, je disais vraiment, il l'a sorti. Et vraiment, il l'a sorti par peur, c'est tout, parce qu'on avait tiré pour une fois sur eux. Ça, il n'aurait pas sorti. Il venait d'avoir une petite fille, il ne voulait pas mourir. Il était, d'accord, il était violent, mais jamais il a sorti une arme, il ne voulait pas finir comme ça. Ce soir, le gardien de la paix a été inculpé d'homicide volontaire. Il a été laissé en liberté. C'est une innovation dans le traitement du diabète qu'une équipe médicale française a décidé de mettre en pratique. Une innovation pour ce qui est du traitement des tout jeunes enfants que l'on évitait jusqu'ici de traiter avec les pompes à insuline qu'utilisent les grands diabétiques adultes et qui injectent en permanence les doses d'insuline dont ils ont besoin. À l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, Martine Alaregno a vu un tout petit bébé que l'on soigne maintenant avec une pompe. Elle a 10 mois, elle faisait des syncopes, des comas diabétiques. Aucun traitement classique ne parvenait à la traiter. Elle est aujourd'hui le plus jeune bébé au monde à être équipé d'une pompe à insuline qui lui permet de recevoir en permanence l'hormone du pancréas qui lui fait défaut. Avec cette pompe, on évite plusieurs injections d'insuline par jour qui donnaient des résultats médiocres. Fixée dans le dos par un harnais, elle est rechargée régulièrement en insuline et le débit est modifié au moment des repas comme le ferait le pancréas. Tous les 2 à 3 jours, pour des raisons de tolérance, il faut changer l'emplacement de l'aiguille située sous la peau. Mais les enfants n'en souffrent pas trop. À l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui se spécialise dans le diabète des tout-petits, 8 jeunes enfants sont équipés avec de telles pompes dans le dos, le plus ancien depuis 1 an et demi. Sans crier à la panacée, l'équipe médicale paraît satisfaite. Quant aux familles, elles sont volontaires pour ce traitement, qui depuis un certain temps est déjà essayé avec succès chez des adolescents et de jeunes adultes. On va essayer de mettre une pompe pour essayer de la maintenir du mieux possible, de régulariser le diabète. Et qu'est-ce qui s'en occupe? C'est vous, votre femme? Mon épouse. Parce qu'il faut l'appliquer tous les 2 jours, et changer l'insuline. Bon, il y a des petits réglages de pompe à faire pour les débits d'insuline, pour ses repas. Un quart d'heure après le repas, sur sa pompe, il y a 2 petits boutons. Il faut appuyer sur l'un de ces boutons, la pulse, qui envoie pendant 25 minutes, enfin pendant un temps déterminé, et l'insuline pour parer à son repas. Et comme ça, elle n'a plus d'accident? Comme ça, il ne risque pas d'accident. Et elle va garder la pompe longtemps? Tout le temps qu'on pourra la faire garder. Parce que pour nous, on pense que c'est plus... Enfin, c'est moins contraignant pour nous et pour elle. Elle en fera tout à fait comme une autre. Hein. Elle oublie la pompe? Elle oublie la pompe, elle n'y pense même pas. On peut aller à l'école, les parents peuvent se débrouiller avec la pompe. Beaucoup d'aspects de cette vie apparaissent en effet normaux, tout particulièrement la tolérance physique de la pompe par les petits-enfants, qui d'une façon inattendue, et on doit le dire, nous-mêmes en avons été surpris et bien tolérés par les enfants. Sur le plan psychologique, c'est toujours plus difficile de s'engager. L'équipe des psychiatres et des psychologues de l'hôpital ont rencontré ces familles, discuté avec elles de la façon dont l'enfant semblait vivre avec sa pompe. Et à l'heure actuelle, leur avis est suffisamment favorable dans cet essai thérapeutique pour nous permettre de le continuer avec bon espoir. Notre façon est un peu empirique. Ces familles sont pour la plupart d'entre elles très contentes de ce mode de traitement, il ne faut pas hésiter à le dire. Et nous n'avons à l'heure actuelle aucune raison de l'interrompre. On est encore très loin de l'idéal du pancréas artificiel, mais tout de même, telle qu'elle est, l'expérience est déjà très concluante. Et on peut espérer que de nouveaux progrès permettront à ces enfants de vivre encore plus normalement. Surprise à Monte-Carlo, dans la finale très suédoise du tournoi, Mats Wilander, 19 ans, le vainqueur de l'an dernier, a été battu par un autre Suédois, pas beaucoup plus vieux, Henrik Sundström, 20 ans. Alain Vernon. Leçon de lift suédoise à Monte-Carlo. Un attaquant de fond de cours rencontre un attaquant de fond de cours. En principe ennuyeux, sauf avec Henrik Sundström qui choisit de monter à contre-temps, de quoi perturber Mats Wilander au premier plan.
Henrik Sundström, 20 ans en février, finaliste du tournoi de Nice cette année, 25e joueur mondial, c'est le pur produit de l'école suédoise comme Jarid, Nyström et Wilander. Mais cette fois, la hiérarchie est bousculée. Wilander perd la première manche 6-3 et la deuxième 7-5. Dans la troisième manche, Sundström fait encore étalage de ses qualités, au service d'abord et dans la montée à contretemps, c'est-à-dire au moment où Wilander envoie la balle, donc lorsqu'il ne regarde pas son adversaire. Wilander, 4e joueur mondial, vainqueur ici l'an passé, compte alors sur l'épreuve de force. Sundström s'est beaucoup dépensé et Wilander en profite. Mais Henrik Sundström est l'homme en forme à Monte-Carlo. Il a éliminé Claire, Lendl et Arias pour arriver en finale et va détrôner Mats Wilander en 3-7 après 2 heures et 27 minutes de jeu. C'est la première grande victoire d'Henrik Sundström en tournoi et sûrement pas la dernière. Il y a eu d'autres événements sportifs aujourd'hui, à commencer par une victoire hollandaise aux 24 heures du Mans moto. Au Mans, les 24 heures moto ont consacré cette année la victoire des machines privées contre celle des usines officielles. Après 3000 km de course et 700 tours du circuit Bugatti, c'est la Kawasaki numéro 59 des Hollandais Van der Mark et Brand qui franchit en tête la ligne d'arrivée avec 2 tours d'avance sur une autre moto privée, celle des Britanniques Lycée Oxley. À Moscou, les championnats d'Europe sourient aux Français. Associé à la soviétique Valentina Popova au service, Jacques Secrétin de dos a conquis la médaille d'or du double mix face aux Tchécoslovaques Pansky et Rachova. À 36 ans, Secrétin enrichit donc un palmarès déjà impressionnant, 4 jours après la médaille d'or par équipe, aux côtés de Birocho et Renversé. Au Kenya, dans le championnat du monde des rallyes, c'est la guigne pour les pilotes français. Après Mouton, c'est Guy Fréquelin qui abandonne aujourd'hui, moteur bloqué. Chez Audi, en revanche, c'est la course-poursuite. Le Finlandais Mikola, 3e ce soir, attend une défaillance du Suédois Valdegarde sur Toyota qui occupe la tête. Marc Allen et sa Lancia sont 4e à une demi-heure. Et en football, Strasbourg et Nantes ont fait match nul 0-0. Il y avait aussi un tiercé aujourd'hui à Auteuil, à l'arrivée. Vous allez les voir dans l'ordre. Les voici le 10, le 2 et le 6. Les rapports pour 5 francs dans l'ordre, donc 3644 francs dans un ordre différent, 458 francs 50. Demain, le tiercé aura lieu à Longchamp. Les pronostics de Pierrette Bresse, le 10, le 9, le 8, le 7, l'As, le 12, le 16 et le 6. De l'opéra à grand spectacle à Paris à partir de mercredi prochain. Aïda, sa passion et ses trompettes se déchaîneront au Palais Omnisport de Bercy. Le célèbre opéra de Verdi réunira quelques 700 participants. Jean-Jacques Dufour et Jean Ray. Aïda, c'est une histoire d'amour qui finit mal. C'est aussi un opéra monumental qui lui a parfois valu le qualificatif de pompier. Monumental, c'est bien l'effet que cela donne lorsque l'on se promène dans les coulisses où depuis 10 jours, 800 personnes s'activent afin d'être prêts pour la première. Une activité démente pour un opéra dans lequel les producteurs ont investi 2,5 milliards de centimes. Ça y est. Oui, on l'a jamais qui vient là. Nous faisons la coulisse là, et la piste, elle ne me voit pas. La direction musicale d'Aïda, qui n'a pas été présentée à Paris depuis de très longues années, a été confiée à Michel Plasson, qui dirige ses musiciens dans ce lieu gigantesque où 17 000 personnes peuvent trouver place. Un espace immense qui ne semble pas poser de problème d'acoustique. Il n'y aura pas de sonorisation, on a beaucoup travaillé le son, l'acoustique, le rapport, balance, la voix et tout ça, l'orchestre, au niveau de tous les niveaux des coups d'archet et tout. Il y a 10 jours que nous sommes là du matin au soir avec l'orchestre, les choristes et tout, c'est fait. Nous travaillons dans des conditions très super professionnelles.
La très belle Will Elmenia Fernandez, qui avait joué dans Diva de Jean-Jacques Benext, est ici Aïda, en alternance avec 5 autres cantatrices. Le palais des sports Bercy est plus grand pour chanteuses, pas difficile, not difficult. L'acoustique, c'est très bon, c'est très très bon. Vous aimez bien chanter ici? Oui, oui. Le maître d'œuvre de ce spectacle, c'est Vittorio Rossi, metteur en scène et décorateur italien de nombreux opéras. Pour lui, l'opéra de Giuseppe Verdi est fait pour être joué dans de grands espaces. Le lieu de Bercy est un lieu tellement particulier, et alors je devais penser à une production qui devait naître de la nature de ce lieu. Et moi je trouve ce lieu tellement merveilleux que je l'appelle cosmos scénique. Pour moi c'est un cosmos. Et l'Aïda, elle crée dans ce cosmos. Dans 4 jours, Vittorio Rossi offrira donc au public Aïda, un cosmos scénique. Aïda donc à Bercy à partir du 25 avril. En costume, notre grand prêtre du soleil va nous parler du temps. Oui, mais je ne tournerai pas autour de cette maison de peur de la faire tomber. En tout cas, je ne tournerai pas cette fois. Nous avons eu Pâques au balcon, nous aurons lundi au balcon, peut-être mardi au balcon, mercredi au balcon, peut-être jeudi au balcon et peut-être même davantage. Regardez la photo satellite, c'est toujours grâce à ce superbe anticyclone qui nous protège des perturbations venues de l'Atlantique. Tout de même, il y avait quelques petits nuages au nord du pays. Ils ont glissé sur le nord aujourd'hui, ils glisseront demain sur le nord-est et les Alpes. Vous allez voir cela sur la carte de demain. Je me retire, voilà, c'est simple. Donc les nuages qui étaient là aujourd'hui, eh bien on les retrouvera demain ici sur le nord-est et les Alpes. Mais sous ces nuages, vous aurez une impression de beau temps, car évidemment, le soleil sera magnifique, surtout bien entendu sur le centre, le sud-ouest, la Bretagne, le bassin parisien et le midi. Côté température, température stationnaire ou en très légère baisse, cela ira de 18 à 24 degrés sur la moitié nord. On est tout de même presque 10 degrés au-dessus des normes saisonnières et de 19 à 27 degrés sur la moitié sud. C'est au sud-ouest qu'il fait le plus chaud, 27, 28, 29 degrés. 27 degrés demain prévu à Biarritz et à Bordeaux, 26 degrés à Cognac. Mais ailleurs, ce sera aussi très agréable. Demain, un agenda copieux. Lundi 23 avril, 2 minutes de soleil. En plus, lever du soleil à Paris, 6h44, coucher 20h54. La Lune sera dans son dernier quartier. C'est évidemment le lundi de Pâques. C'est également la Saint-Jean, qui, comme vous le savez, Christine, est le patron des armuriers, des cavaliers, des potiers et des scouts, lesquels scouts peuvent parfaitement aider Bison Futé dans ses prévisions. Voici maintenant la diapositive de Bison Futé pour les retours de demain. Ce sera bourré entre 18h et 24h, surtout dans la région parisienne. Évitez de rentrer après 18h ou rentrer après 24h. Voilà pour la météo. Excusez-moi. Ce matin, les cloches m'ont réveillé très tôt et Christine, elles m'ont apporté pour vous une petite poule. Tout se mange, sauf le ruban. Croquerons ensemble. Mais j'y compte bien. À 23h20, c'est Hervé Claude qui vous présentera notre dernier journal. Demain, 12h45, antenne de midi. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Joyeuse Pâques.